Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Anne-Cécile Vandalem, merci d'être avec nous pour ce mot à mot dans des circonstances un peu particulières. Nous sommes sous le vent d'Avignon, mais nous sommes aussi au lendemain de ce 14 juillet niçois pour cet enregistrement qui fait écho à une expression que vous utilisez qui sera mon premier mot, ou en tout cas ma première expression, c'est attristement des peuples. Oui, hélas, il fait écho, oui. J'ai travaillé donc sur la thématique de la tristesse à partir de la version deleuzienne de la tristesse, c'est-à-dire que la tristesse, c'est la diminution de la puissance d'agir. Et cette puissance est exercée par une personne ou par une situation. Et quand j'ai commencé à travailler sur cette thématique, c'était il y a 2 ans et demi. Il y avait déjà eu des attentats, pas encore en France, pas encore en Belgique, mais déjà très proche de nous. Et je me suis posé la question de savoir finalement si cette diminution de puissance ne pouvait pas être aussi, elle était à l'œuvre, c'est-à-dire que par les situations qu'on vit, elle est à l'œuvre un peu partout, mais est-ce qu'elle ne peut pas aussi être utilisée consciemment ou inconsciemment par les pouvoirs politiques, par le politique, notamment dans un contexte de montée des populismes, c'est-à-dire à la fois dans un contexte où surviennent les attentats, surviennent des événements qui pourraient qui sont récupérables aussi par justement ces mouvements populistes, par justement ces idéologies qui s'appuient précisément sur une situation de désespérance, sur une situation d'impuissance, sur une situation à partir de laquelle on a l'impression que nous, on ne peut rien faire, s'appuient là-dessus pour baser leur idéologie, qui n'en est pas une, en fait, qui n'existe pas sans ça, et répandre de plus en plus la haine de l'autre, la peur de l'autre, et la nécessité finalement de se dresser les uns contre les autres. Vous avez cité Deleuze hein, dans le poids que fait porter, enfin s'il n'y a pas le poids de l'autre, il n'y a pas tristesse. Je viens sur le S, puisque tristesse, c'est le titre de votre spectacle, il y a un S, et donc tristesse est au pluriel. Oui, oui, parce qu'il y a différentes tristesses. Il y a cette tristesse-là donc, qui est plutôt une force à l'œuvre, mais bien sûr il y a aussi les tristesses qui sont inhérentes et contre lesquelles on ne peut rien faire. Il y a la perte, il y a la maladie, il y a la mort, il y a tout ça, il y a des tristesses aussi qui sont... pour moi les tristesses sont au pluriel et dans ce spectacle j'essaye aussi de les traiter au pluriel. Et puis c'est aussi l'île, c'est aussi le lieu sur lequel tout se passe, donc c'est aussi le contexte. J'ai voulu appeler cette île tristesse parce que je voulais partir d'un terrain qui était profondément désespéré. Donc ce terrain est déjà complètement plein de cette désespérance. Et puis c'est aussi le titre du film qui sera produit à partir de ce fait divers et à partir de cette histoire qui sera récupérée à des fins politiques. On va regarder un extrait de votre spectacle, ça s'appelle Tristesse. Nous sommes dans une île au Danemark, dans une île où subsistent quelques familles, et cette île est tombée en pauvreté absolue parce que l'économie qui la faisait vivre, au travers des abattoirs, a disparu, puisque ces abattoirs ont fait faillite. On regarde un extrait de Tristesse. Prions le Seigneur pour qu'il accueille notre mère à tous, qui a décidé de nous, qui n'a pas cru en la grâce de Dieu, qui a perdu confiance. Putain, t'as rien préparé ou quoi, Joseph? Si. Vas-y, qu'est-ce que t'attends, là? Vas-y. De la croix, la grâce coule. La note! Comme un fleuve.
J'ai 4 mots que je vais regrouper dans un autre mot. Les 4 mots qui ont à voir avec votre proposition théâtrale actuelle, c'est extrême droite, candidate, propagande, manipulation, et le mot qui regroupe, qui fédère ces quatre autres mots, c'est politique. Oui. Alors, extrême droite, oui, ça c'est sûr. Enfin, je dis oui, je réfléchis à la question de la manipulation, de la propagande. Parce que dans votre proposition, c'est l'extrême droite qui est à l'origine de la faillite de l'économie et qui va s'en servir pour apeurer ou pour attrister les peuples. C'est ça, donc c'est-à-dire que je réfléchissais à l'extrême droite maintenant qui se cache derrière d'autres mots aussi, comme des mouvements populistes de droite, comme je pense que même en Belgique, on a un gouvernement dont une grande partie est issue aussi de l'extrême droite, mais s'en cache. Donc l'extrême droite, pour moi, c'est un mot qui a tendance en fait à disparaître et à se cacher derrière d'autres. Dans l'histoire, le parti qui s'appelait le Parti populaire et puis qui est devenu le Parti du Réveil populaire, à l'heure où c'était le père Heger qui le menait, a effectivement manipulé et coulé volontairement ces abattoirs, coulé volontairement l'économie de ces abattoirs pour financer son parti. 10 ans après, sa fille arrive avec une autre méthode, c'est-à-dire s'appuie, parce qu'à partir de là, toute l'histoire de l'île va découler. Vous incarnez cette fille, hein? Oui, j'incarne cette femme. Et elle va arriver avec une stratégie qui est complètement différente, qui est celle vraiment de la stratégie de la propagande. Et donc j'avais envie de faire coexister en fait deux visions ou deux pratiques de cette extrême droite qui me semble être, voilà, qui me semble nécessaire de remarquer aussi, même si je ne sais pas si effectivement les outils de propagande de l'extrême droite ne ressemblent pas vraiment en fait à ceux dont je parle ici, puisque les stratégies de communication de l'extrême droite s'adressent plus à, voilà, elles cherchent à s'adresser plus à des gens qui ne se sentiront pas exclus de ce qu'ils proposent. Donc, Dans ce fait divers, dans ce prétendu fait divers, hein, dans ce que vous présentez être un fait divers qui se passe en 2018, il y a 2 mots encore, c'est abattoir. Pourquoi avoir choisi ce type d'économie? Alors d'abord parce qu'elle m'est tombée dessus. Quand je suis partie sur une île qui s'appelle Samso pour faire des recherches pour Tristesse, je savais que je cherchais de quoi ces gens étaient dépendants. Je savais qu'ils étaient dépendants d'une économie qui était liée au parti, mais je ne savais pas de laquelle. Et quand je suis arrivée le premier soir sur cette île, ils m'ont raconté l'histoire de cet abattoir en fait, qui a effectivement fermé et suite à laquelle effectivement un fermier s'est donné la mort. C'était cadeau pour moi. Parce que bon, j'avais non seulement déjà ce modèle économique et cette économie qui pouvait s'arrêter, et puis surtout c'est extrêmement symboliquement très puissant, ces abattoirs, parce qu'il faut savoir qu'au Danemark on abat les bêtes différemment, c'est-à-dire on les gaze, ce qu'on ne se permet pas du tout de faire en Belgique, en France ou dans d'autres pays d'Europe. Ils les gazent par groupe, ce qui est en fait beaucoup plus doux pour les animaux, mais qui est absolument pas du tout acceptable pour le reste de l'Europe. Tellement symbolique. Évidemment. Donc alors je ne le dis pas, je ne le nomme pas dans l'histoire, cette question du gaz, mais voilà, avec aussi ces incinérateurs, ces fours qui doivent être rallumés, tout ça pour moi ça a une puissance, et la relation à la mort aussi, c'est-à-dire comment on abat, quelle relation on a avec ces morts à travers ici les bêtes. Enfant tueur, 2 filles, 2 sœurs, armées. Alors au Danemark aussi on tire beaucoup. C'est aussi un cadeau que j'ai reçu en allant sur cette île. On tire de manière assez différente que l'image qu'on a nous des enfants armés. Mais ils naissent avec un fusil dans les mains et ils tirent jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est un tir sportif, mais c'est l'endroit où les gens se réunissent. Ils ne se réunissent pas au café, ils se réunissent au club de tir. Donc c'est une autre vision évidemment. Ici dans le spectacle, ils tirent sur des étoiles, donc ils essayent d'éteindre le ciel. On peut imaginer qu'ils essayent d'éteindre le ciel. Bien sûr qu'en écrivant l'histoire,
je pensais aussi évidemment à la question des enfants qui partent en Syrie, enfin des adolescents qui partent en Syrie, de la lutte armée, c'est-à-dire de la prise des armes, comme à un moment donné l'expression de quelque chose ne passe plus que par la lutte armée. Mais les choses ne sont pas aussi explicites dans le spectacle, c'est un mélange entre ces trois choses-là. Le mot suivant est à l'opposé, c'est le mot rire ou comique, puisque on rit aussi. Le public rit et il y a dans votre écriture, puisque vous écrivez, vous êtes l'auteur aussi, metteur en scène, on parlera de pluridisciplinarité dans un instant si vous voulez bien, mais donc le mot rire ou comique. Il est absolument nécessaire pour moi. D'abord, il m'est absolument nécessaire dans la vie. C'est un point de vue en fait, l'humour. Le rire, c'est un point de vue, c'est l'endroit par lequel on regarde les choses. Et quand j'ai écrit Tristesse, je voulais absolument que ça soit une comédie. Il n'était pas question que ça n'en soit pas une. Après, je sais comment j'écris et je sais que même une comédie ne sera jamais, on ne se tapera jamais sur les cuisses. C'est que le rire provient d'autre chose. Le rire provient de la faiblesse. Le rire provient de la chute, de l'échec, d'une situation qui est tellement poussée à son comble et qui est tellement insupportable qu'on finit par en rire. Mais à la fois dans la manière dont j'écris et dans la manière dont je mets en scène, j'ai besoin de ce rire. J'ai besoin de ce rire pour le spectateur et pour faire passer mon histoire. J'ai besoin de cette distance-là. Mot suivant, on va les regrouper et on va faire un lapsus. Village, maison, c'est votre dispositif théâtral. Et puis habituation, non, habitat, pardon, mais habituation quand même. Alors, village, maison, je suis habitée complètement par d'abord l'assurance que la puissance des objets, c'est-à-dire que les objets portent en eux une puissance très forte. Et l'habitation, pour moi, est un sujet qui est assez inépuisable, que je me suis forcée, mais malgré tout, en fait, il revient. Mais j'ai essayé de me forcer de ne plus le traiter, parce que, fatalement, une maison, c'est un intérieur, un extérieur, c'est une organisation spatiale entre le haut, le bas, la cave, le grenier, la porte, l'ouverture. Pour moi, le mot et la chose est un puits sans fond de symbolique, de narration. Et j'ai vécu moi-même une expérience assez importante avec ma propre maison. Et croire à ça, ça me force aussi à regarder, à sentir et à regarder les choses autrement. Et de l'architecture. Et de l'architecture aussi, oui. J'ai fait un spectacle qui essayait en tout cas de vraiment parler de ça. Habituation, c'est le titre d'un de vos spectacles. Que dit-il, celui-là? Alors, ça partait en fait vraiment du principe de l'habituation, donc qui dit que quand on met une grenouille dans de l'eau bouillante, elle s'en va directement. Pas si elle cuit avec. Si on la met dans de l'eau froide et qu'on... Donc j'étais partie de ce principe-là et l'histoire était en fait l'histoire d'une famille qui ne bouge pas. En fait, tout est organisé de manière cyclique, que ce soit le travail, la vie. Et dans cette famille naît une enfant, qui est d'ailleurs la même enfant que celle qui joue dans Tristesse, qui maintenant a 15 ans, qui avait 8 ans à l'époque. Et naît cet enfant. Et cet enfant n'a aucune perspective d'avenir, sauf faire le trajet de Poisson, parce que son père a eu un problème, un accident de travail, et donc ne peut plus travailler, et reconstruit chez lui une petite économie familiale. Il découpe et empaquete du saumon qui vient du Chili et qu'il envoie en Norvège. Et cette gamine va en fait se projeter dans le trajet de ces poissons morts et vouloir y aller. Et par la force de sa volonté, va finalement entraîner toute cette famille, au moment où elle va comprendre qu'elle n'ira jamais, où on dit clairement qu'elle est totalement enracinée, qu'elle ne bougera jamais, va forcer toute cette famille en fait à partir. Et à partir de là, toute la maison en fait se transforme. En fait, les plantes rentrent dans la maison et toute la nature les pousse à l'extérieur et ils retournent à un état de poisson. Extrait. Il a fait 18 kilos aujourd'hui. C'est pas assez. Cesse un peu de stresser ton père avec cette histoire de voyage. Tu vois bien qu'il n'est pas capable d'en faire plus. Il a mal au dos. Je te l'ai dit que ce ne serait pas pour cette fois-ci. Est-ce que je te l'ai pas expliqué? Regarde-moi, Annie. Alain, calme-toi.
regarde-moi. Est-ce que j'ai pas essayé de t'expliquer? Réponds. Alain, Si, tu me l'as expliqué. Expliquer quoi? Qu'est-ce que je t'ai expliqué? Que ce ne serait pas pour cette fois. Que le record était impossible à battre. Et donc? Que l'on n'aurait pas visité ton entreprise. Et donc? Pas d'ameur. Fils. Alors pourquoi est-ce que tu t'acharnes comme ça, Annie? Hein? Dis, pourquoi? Réponds, pourquoi? ah, Alain, calme ton dos. Yvonne, le costume, le cadeau. Pourquoi moi? Parce que. Parce que quoi? Parce que t'es plus drôle. Allez, enfile ce costume, qu'on n'en parle plus. Bon anniversaire, ma chérie. De la part de nous tous. Il te plaît? Mot à mot, avec vous, Anne-Céline Vandalem, image cinéma, théâtre, l'expression et mélange des genres. Des genres ou des codes? Je ne sais pas ce que c'est un genre en fait. Je mélange les outils de narration. C'est-à-dire que, par exemple, ici, la vidéo est un prolongement m'aide à raconter et aller plus loin. Je n'avais plus fait de vidéo, j'en avais fait au tout début. D'ailleurs, je ne dirais pas vidéo, c'est plutôt un langage cinématographique que vraiment une recherche vidéo. Ça m'aide à aller à des endroits auxquels je ne pourrais pas accéder si je me contentais uniquement du plateau, c'est-à-dire du plan large. J'ai besoin, dans cette histoire, que le regard du spectateur soit aussi dirigé précisément, aussi parce que ça parle de ça. Quant à la musique, par exemple, elle m'est totalement nécessaire, à la fois parce que je mets en scène de manière assez rythmique, enfin j'ai un langage qui est plutôt un langage musical qu'un langage de directrice d'acteur à proprement parler, et aussi parce que j'en ai absolument besoin pour raconter mes histoires. Donc voilà, c'est à la fois un mélange des outils et un mélange des genres, mais ça je ne sais pas très bien quoi en dire parce que pour moi... Ça vous est constitutif? Oui. Alors je vais dire pluridisciplinarité, c'est-à-dire que vous êtes auteur, vous êtes metteur en scène, vous êtes comédienne, et je retombe sur mélange des genres. D'où ça vous vient cette pluridisciplinarité? Eh bien, je reviens à ce que je vous dis. On va finir par s'habituer. Hein. Où tout est totalement pour moi est une seule chose. Quand j'écris, je vois déjà là où ça va se passer, j'entends déjà comment ça va se passer. Donc le dispositif scénographique découle complètement de l'écriture. Je ne pourrais pas imaginer ne pas du coup mettre en scène, puisque c'est un objet qui est là, qu'il s'agit de faire exister, auquel il s'agit de donner forme. Donc je ne pourrais pas ne pas lui donner forme au final. Et puis le jeu, ça, d'abord c'est de là où je viens. J'ai commencé à faire du théâtre parce que je voulais être actrice. Et puis surtout, là c'est le plaisir ultime pour moi. Là c'est vraiment le moment où je peux profiter avec les autres. Donc j'ai vécu plusieurs fois le fait d'être dans la salle, de n'être que metteur en scène, autrice et metteur en scène, et d'être dans la salle. C'est un supplice absolu parce qu'en fait je mets en place un jeu et je n'y joue pas. Marquage au sol. Dans votre théâtre, il y a des marquages au sol. Vous trouvez ça assez étonnant? Vous avez vu des marquages au sol? Oui. Ou des ombres alors? C'est l'ombre des maisons? Oui. C'est l'ombre des maisons. C'est l'ombre des maisons. Tout à fait. C'est marrant parce que... Ce qui est assez rare au théâtre, de marquer au sol l'ombre des maisons. Alors ce qui se passe avec cette lumière, c'est qu'elle est assez particulière. On a deux projecteurs. C'est deux projecteurs qui éclairent tout. Donc on appelle ça des vari-light, donc c'est des télécommandés. Et en fait, on a un contre, une face. Ça, c'était vraiment la volonté qu'on avait avec l'éclairagiste. C'est comme on est dans un espace extérieur, d'abord ne pas multiplier les ombres, essayer de travailler sur une forme à la fois de réalisme complet, même si on est dans un onérisme complet aussi, puisqu'on travaille sur des couleurs. Et donc, du coup, de ne travailler jamais que sur une seule ombre, qui soit une ombre qui soit juste par rapport au temps qui passe. Fascination nordique. Oui. Pourquoi? J'ai toujours eu la conviction que je mourrais sur une banquise. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que je retarde le plus possible le moment où j'allais y aller, du coup.
Et je suis en train d'y aller de plus en plus, puisque mon prochain projet s'appelle Arctique. Donc je m'en approche. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la couleur, je ne sais pas si c'est le froid, je ne sais pas si c'est ce que j'ai construit à partir de ce fantasme, mais il est évident que j'ai construit un fantasme absolu du Nord. Et grâce à ce fantasme, c'est ce fantasme qui me permet d'écrire. Animiste. Oui, aussi. Je ne sais... Enfin... Quand j'étais petite, je sauvais toutes les bobines de fil. J'étais certaine que les bobines de fil étaient des gens qui étaient morts et qui étaient réincarnés. Et donc je dormais avec toutes les bobines de fil que je trouvais, parce que j'avais peur qu'elles aient froid. Et je m'en suis rappelée il n'y a pas tellement longtemps en fait. Et je me disais, qu'est-ce qui m'a pris? Et se donner la possibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, se donner la possibilité de donner de la puissance aux objets, pour moi ça ouvre encore plus mon champ d'interprétation de ce que je vois. C'est-à-dire je n'interprète pas que ceux avec quoi je suis en relation ou qui me parlent, avec le langage, mais aussi avec ce que je rencontre. Donc je fais des portraits d'objets par exemple aussi. Quel est le dernier portrait d'objet que vous ayez fait? Je pense que c'était un robinet. Mais là, par exemple, je ferais bien le portrait de cette chaise. Cette chaise-là? Oui. Et quand vous dites faire le portrait, comment fait-on le portrait d'une chaise? Je le photographie, puis j'écris sa vie. Voilà, je vais déjà commencer par me demander si c'est un homme ou une femme. Alors là, je le fais venir à moi, hein, c'est complètement subjectif et puis c'est complètement... je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, à première vue comme ça, je ne sais pas. Mais je vais lui raconter, oui, je sais pas, je vais commencer à lui raconter sa vie. Pas tellement savoir qui s'est assis dessus, hein. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment... Là, je vois des yeux, mais il en a 4. Lisez La chaise humaine de Rampo Edogawa, qui est une nouvelle de cet auteur japonais qui, voilà, mais c'est la vie d'un fauteuil. Ah ben voilà. La chaise humaine de Rampo Edogawa. J'ai 2 mots pour terminer, c'est belge. Bah oui. On ne choisit pas, hein. On ne choisit pas, mais je suis assez contente parce que c'est un pays qui est quand même très complexe. Et en fait, c'est plutôt agréable de vivre dans un pays assez complexe plutôt que dans un pays... simple, comme la France. Je ne dis pas qu'elle est simple, mais je suis assez contente d'être belge, oui. Et je suis assez contente de vivre à Bruxelles où c'est très difficile de vivre ensemble, mais malgré tout, on y arrive. Beaucoup plus que ce qu'on en entend dire. Quel est le mot qui vous manque? Est-ce qu'il y a un mot dont vous aimeriez faire le portrait? Le portrait. De quel mot aimeriez-vous faire le portrait? Tiens, c'est une question rare. J'aimerais en tout cas parler... J'aimerais l'héritage. L'héritage... comment on hérite de ce qu'on est en train de ce qu'on a là? J'ai l'impression d'être dans un moment où à la fois j'hérite d'une situation. Je pourrais ne pas m'en sentir responsable. Et en même temps, j'en hérite, c'est là, et je dois en faire quelque chose. Et je pense qu'il faut qu'on se dise qu'on arrête de penser qu'on n'est pas responsable de ce qui se passe là maintenant, mais que quoi qu'il arrive, peu importe la question de la responsabilité, on en hérite tous et on doit en faire quelque chose. Et ne pas s'attrister inutilement. Absolument. Merci Anne-Cécile Vandalen. Merci de ce mot à mot à Avignon dans ces circonstances un peu singulières. Merci. Merci.